Il est 13h sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Les titres. Les électeurs béninois ont exercé le devoir civique le dimanche 8 janvier 2023 dans un climat de paix et en toute quiétude sur toute l'étendue du territoire national. Cet événement, bien que réussi, a tout de même été entaché par quelques irrégularités observées au niveau de certains bureaux de vote. Vous suivrez dans cette édition quelques pistes de solutions de l'esprit électoral à Gapit Napoléon Maforican. On reste dans ce volet des législatives du 8 janvier 2023 avec Eladj Yakubu Malerossou, président de la Fondation Malerossou, qui salue les différents partis politiques ayant pris part à cette élection, ainsi que l'ensemble de la population béninoise quant au déroulement du scrutin sans violence. Hors de nos frontières en Chine, les politiques annoncées par les gouvernements locaux et l'exécutif central commencent à avoir un impact positif sur le marché immobilier. Elles favorisent une reprise des prix de logement et certains experts prévoient que les perspectives générales du secteur du logement continueront à se redresser. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour. Un peu plus d'une semaine après les élections législatives, le président de la Cour constitutionnelle, Hazaki Hamouda Issifou, a reçu ce mardi 17 janvier 2023 les observateurs internationaux de la nouvelle perspective Droits de l'homme Human Rights. La délégation, conduite par Mariama Konté, est allée remettre le rapport préliminaire suite à l'observation qu'elle a eu à faire lors de ce scrutin législatif du 8 janvier dernier. On écoute Mariama Konté à sa sortie d'audience au micro de Melvin Achabi. Nous sommes là aujourd'hui pour remettre notre rapport préliminaire et notre déclaration préliminaire suite à les observations qu'on a eu à faire du scrutin du 8 janvier 2023. Donc c'est dans cette optique qu'aujourd'hui nous sommes là présents ce matin. On peut retenir que le scrutin du 8 janvier 2023 s'est vraiment passé dans un climat très apaisant, dans la transparence et dans la quiétude aussi. Nous appelons à la paix, nous appelons à la quiétude nationale pour ne pas aller jusqu'à la violence et autres. Le rapport, c'est à peu près 5 pages et c'est le rapport préliminaire et la déclaration préliminaire. Le rapport final, c'est après 3 mois. Donc, nous devons d'abord constater tous les climats, le climat post-électoral, le climat électoral et le climat préélectoral. Donc, il y a ces 3 phases qui sont fondamentales pour rédiger vraiment un rapport global de tout ce qui s'est passé pendant le 8 janvier 2023. Dans l'ensemble, on ne peut signaler aucun incident majeur qui peut vraiment entacher la crédibilité des élections du 8 janvier. Donc, pour le moment, on n'a encore rien à signaler. C'est vrai qu'il y a eu un peu de mouvement dans certains centres de vote, mais pas des mouvements qui pouvaient empêcher les électeurs à voter librement. Juste un peu de mélange de documents et ceux qui n'ont pas pu avoir leur carte électeur à temps. Mais c'était une chose qui a pu se régler le plus tôt que possible et qu'on a pu avoir l'emprise là-dessus pour pouvoir régler le problème. Le jeudi 12 janvier dernier s'est tenue la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an des institutions de la République au président de la République. Au cours de cette cérémonie solennelle, le chef de l'État, Patrice Talon, a instruit le président de la RAC à opérer des réformes urgentes en vue de permettre l'essor des médias ou du quatrième pouvoir. Comment les professionnels des médias et les patrons de presse apprécient-ils la volonté du chef de l'État et quelles sont leurs attentes? On suit cet élément que nous propose Ruth Aurore et Fallon Amangbe pour plus de précision. Je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle d'engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale
afin de proposer au gouvernement, assez vite, les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Cette annonce du chef de l'État, faite dans le but d'offrir des jours meilleurs à la presse béninoise, renvoie donc la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à la tâche. Elle est reçue comme un ouf de soulagement dans le rang des professionnels des médias. A priori, c'est une bonne initiative parce qu'on pourra dire enfin, déjà plus de 6 ans que le président Talon est aux affaires. Et 6 ans pendant lesquels la presse a espéré beaucoup de choses. La presse a beaucoup perdu. Tout est en lambeaux, plus rien n'est à sa place et c'est vraiment déplorable. Nous sommes là depuis des mois à courir après les cadres de presse que nous n'avons pas. Ça aurait été mieux qu'on puisse libérer les cadres de presse avant d'annoncer de grandes réformes parce que la cadre de presse, c'est une institution de l'État. Et en tant que professionnels des médias, nous devons la voir comme les professionnels de tous les autres secteurs. C'est déjà très heureux que le président reconnaisse que le secteur va mal. Il a opéré pas mal de réformes dans plusieurs autres secteurs. C'est déjà bien que ces idées viennent d'un chef d'État qui reconnaît que le secteur aussi mérite d'être revu, retouché, amélioré pour que ces travailleurs qui sont aussi des Béninois comme les autres puissent avoir aussi des conditions de vie décentes et travailler dans des meilleures conditions. Les professionnels des médias font face à plusieurs difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Fort de cette réalité, ces hommes de la presse souhaitent à long terme bénéficier de quelques avantages comme les prises en charge sanitaires après l'obtention de la carte de presse dans les délais raisonnables. Aussi, ils formulent le vœu de voir la diminution des obligations fiscales pour les entreprises de presse privées. Qu'on fasse en sorte que le secteur revive. Quand je dis revivre, c'est qu'on puisse savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, que les journalistes puissent avoir d'identifiants. Déjà, nous avons un problème de cadre de presse depuis très longtemps. On en parle, nos cadres de presse ne sortent pas, alors que le code du numérique et le code de l'information sont clairs sur les questions. Quand vous n'avez pas de cadre de presse, vous commettez un délit, vous êtes traité sur la base du code du numérique. Il faut de la carte pour que le journaliste puisse s'identifier, travailler et éviter certains problèmes dans la société. Vous voyez comment les journalistes meurent par défaut de moyens pour se soigner. Le simple paludisme aujourd'hui, pour le traiter, il te faut minimum 5 000 francs, mis à part la consultation. Nous sommes nombreux à ne pas avoir ces 5 000 francs par moment. Alors, tout ce que moi je vais dire, c'est à partir de la carte de presse. Moi je propose, si vous êtes détenteur d'une carte de presse et donc journaliste reconnu par les institutions du pays, il faudrait que dans les réformes, qu'il y ait des dispositions qui ont vraiment trait à une prise en charge sanitaire du journaliste détenteur de carte de presse. Une prise en charge, pourquoi pas, à hauteur de 80% pour le journaliste et pour sa famille. Quand je parle de famille, je parle de l'épouse et peut-être 2 ou 3 enfants qui ont moins de 18 ans par exemple. Ce qu'on va espérer, c'est que déjà on puisse mettre en œuvre les états généraux de la presse, les deuxièmes états généraux. Parce que dans ces conclusions, nous avons demandé à acteurs de médias que nous étions qu'on puisse revoir les questions liées à la fiscalité, au commercial, c'est-à-dire au communiqué, au sport et autres qui viennent dans les entreprises, pour que le secteur public puisse avoir une part, certes, que le privé également puisse avoir une autre part. Cela nous permettra d'engranger plus de ressources et d'être plus soulagés. Je pense que si ces petites conditions arrivent à être réglementées, je souhaite que ces réformes puissent nous amener à des entreprises de presse plus fortes, plus élaborées, plus collaboratives, plus constructives et qui véritablement participent au développement de leur pays sans pour autant effriter le peu que nous avons déjà. On peut faire l'audit général depuis la démonopolisation des ondes et voir un peu quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, quels ont été les acquis, quels ont été les succès et chercher peut-être à améliorer. Moi, je pense que le problème, il est là. Il faut surfer sur ces éléments-là pour pouvoir offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux acteurs des médias. Pour Agapit Napoléon Maforican, ancien conseiller de l'organe de régulation des médias du Bénin, il faut une mise à jour structurelle de toute la chaîne des médias pour aboutir à de bons résultats. Il y a un travail de refonte totale à tous les niveaux. Le journaliste lui-même, est-ce qu'il se reconnaît journaliste? Il paye quelle cotisation à qui? Il est conscient de quelle obligation vis-à-vis de la fêtière?
puisque les gens payent tout à sa place pour le vote mécanique. Ouais, il y a trop de dysfonctionnement. Le journaliste, il est heureux d'être perdiguamisé. Il n'y a pas de révolte. Je dis, comme Thomas Sankara, c'est dans un certain âge, nous devions tous épouser. Chaque secteur est à réformer, profondément. De fond en comble, que la RAC recueille les réflexions. Que la RAC ne chapeaute pas la règle, mais recueille donc de la base, crée les conditions de recueillir. Et maintenant tamise avec des équipes. Tamise. Parce qu'elle-même doit être refondée. Dans les grandes réformes, la RAC elle-même mérite d'être réformée avec beaucoup de moyens. L'implication et l'association de toutes les parties prenantes dans les réflexions de mise en œuvre du processus sont d'une grande importance. Convergent l'ensemble des professionnels des médias approchés. Et puis, le bon déroulement du scrutin du 8 janvier dernier, on en parle encore. Au cours de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au Palais de la Marina, le président de la République l'a évoqué. Patrice Talon a salué les avancées enregistrées malgré les critiques apportées à la réforme du système partisan, voire les incompréhensions des uns et des autres. En somme, Patrice Talon est ému des défis relevés. Retour sur sa déclaration. Nous pouvons nous féliciter de la tenue des élections législatives tout récemment, dans un climat apaisé, permettant aux partis politiques, toute obédience confondue, de faire valoir leur offre politique et au peuple de choisir en toute transparence. À l'arrivée, je considère que, pour ma part, qu'il n'y a ni gagnant ni perdant et que le seul vainqueur est le Bénin. Et il n'est pas inutile de rappeler que ces élections se sont déroulées sur la base des réformes, hier contestées, mais aujourd'hui admises et intégrées par les uns et les autres, et dont la seule vocation était de consolider la démocratie béninoise dans un dispositif permettant la bonne gouvernance. C'est le lieu de dire que la violence, comme un mode d'expression politique, peut et doit définitivement disparaître du champ politique. Elle a d'ailleurs déjà disparu, définitivement. Aussi est-il à espérer désormais que, passé le temps des joutes électorales, nos regards se tournent résolument vers l'avenir. Un avenir qui nous commande d'unir nos forces pour l'édification d'une nation béninoise plus prospère et plus résiliente, où le bien-être individuel et collectif se renforce sans cesse. Je puis vous assurer que mon gouvernement accordera toujours de l'intérêt à toute contribution objective aux enjeux nationaux et continuera de travailler en bonne intelligence avec vous afin d'affermir et d'amplifier les acquis démocratiques de ces dernières années, tout en renforçant vos institutions. Déroulé en toute quiétude sur l'ensemble du territoire national, le scrutin du 8 janvier a tout de même été entaché par quelques irrégularités, à savoir le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement et des feuilles de dépouillement, l'absence de mention de nombre d'engagements et de dérogations sur le procès verbal du déroulement du vote au niveau de certains bureaux de vote. À ces différentes observations, l'expert électoral Agapit Napoléon Maforican apporte quelques pistes de solutions afin de ne plus assister à de telles situations aux prochaines joutes électorales. Les détails avec Stélia Padonou. Définir d'autres stratégies afin d'avoir des agents électoraux à même de se conformer à la législation électorale, c'est l'une des invites de l'expert électoral Agapit Napoléon Maforican au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des législatives du 8 janvier dernier. Les mauvais remplissages, les ratures, ces choses, nous avions dit qu'il faudrait travailler à les corriger. Les corriger en mettant en place une équipe virtuelle d'agents électoraux. On peut avoir les agents électoraux,
dans tout le pays, dans tous nos villages. Il faut simplement, chaque année, faire ces formations itinérantes et doter les gens d'une attestation, d'un petit certificat. Et ce n'est plus 3 jours, ce n'est pas quelques heures, c'est une journée au moins. Et les mettre en simulation. Et donc, il faut que les gens postulent pour être des agents. Et qu'on les mette en situation, qu'ils remplissent. Donc, ce n'est plus des noms qu'on va sortir n'importe comment, mais les mettre en situation pour qu'ils puissent travailler un peu là-dessus. Instituteur à la retraite, agent cadre de l'État à la retraite, il y en a plein dans nos villes, dans nos campagnes. Il faut s'appuyer sur de bonne volonté des jeunes. Il suffit de les former et de les préparer pour que on les mette en situation, fait des simulations et que peut-être 6 mois avant les élections, on fait une journée électorale et qu'on règle en même temps la question des listes électorales. 37,79%, c'est le taux de participation à cette élection. Un taux en nette progression par rapport à celui de 2019 qui était de 27%. Agapit Napoléon Maforicain estime qu'il va falloir travailler à sensibiliser les électeurs à se rendre désormais aux urnes en grand nombre. Pour lui, pas besoin d'imposer un seuil de légitimation. Il faut une formation citoyenne sur ces questions-là. Les questions de la citoyenneté et du modèle du citoyen dans la cité, on doit y travailler. Et c'est cela que moi j'attends. On ne peut pas vouloir une solution contraire. La liberté, c'est la liberté. Aller voter est un droit, mais vous renoncez à un droit qu'on vous a donné un signe de votre liberté. Donc pour moi, je ne vois pas la nécessité. Pour moi, si 1% de Béninois sortent pour voter, c'est eux qui sont intéressés. Le vote est légitimé selon moi. Ça, moi, je suis contre les seuils de légitimation. Les seuils de représentativité, oui, parce que ça, c'est les populaires, les partis qui sont appelés à gouverner. Mais les seuils de légitimation, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Au nom de la liberté des citoyens, à renoncer à un droit qu'on lui reconnaît. Ne pas exercer son droit est un droit. C'est jouir de son droit aussi. Donc, pour moi, aller voter. Mais il faut le sensibiliser. Il faut sensibiliser la population pour qu'ils comprennent qu'aller voter est un acte citoyen. D'aucuns lient ce faible taux de participation à la révision de la Constitution ou autres tests de loi. L'expert électoral Agapit Napoléon Maforicain refute cette manière de voir les choses et estime qu'aucune modification ou réforme ne peut empêcher les électeurs d'aller voter. On l'annonçait en titre, suite aux résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier 2023, El Hadji Yakubu Maleh Rossou, président de la Fondation Maleh Rossou, salue les différents partis politiques qui ont pris part à cette élection, la population béninoise et toutes les parties prenantes ayant conduit au bon déroulement de ce scrutin. Il en a profité pour inviter la 9e législature à un travail d'ensemble pour le bon développement du pays. Il est au micro de Jeannot Dopéon et Isaac Mangbo. Effectivement, il y a la paix dans le pays et je profite de votre micro pour remercier les imams et alpha, membres de la fondation Maleh Rossou. Ils ont parcouru près de 58 communes sur les 77. Ensuite, je remercie tous les acteurs politiques. Les 7 partis, je précise les 7 partis politiques qui ont eu le courage d'aller compétir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Au même moment, je demande à tous les citoyens de remercier Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de remercier parce que ce n'est pas gagné à l'avance. Mais nous avons constaté, bien sûr, il y a des mécontents, mais ils ne sont pas partis sur les voies pour semer leur mécontentement. Ce n'est plus une assemblée monocolore, c'est une victoire du peuple béninois. Et surtout le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a eu cette volonté. Donc, il s'agit maintenant de rester ensemble pour que ce qu'ils ont dit au cours de leur campagne soit une réalité. C'est la victoire du peuple béninois. Je parle des 3 partis qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est le peuple béninois qui a gagné.
Hors de nos frontières, en Chine, les politiques annoncées par les gouvernements locaux et l'exécutif central commencent à avoir un impact positif sur le marché immobilier. Elles favorisent une reprise des prix des logements et certains experts prévoient que les perspectives générales du secteur du logement continueront à se redresser. Suivez ce reportage de nos confrères de la CGTN pour plus de précisions. En glissement mensuel, on rapporte que les prix des logements neufs dans 4 villes de premier niveau, Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, sont restés inchangés en décembre, contre une baisse de 0,2% enregistrée le mois précédent. Les prix du marché de l'immobilier d'occasion dans ces 4 villes ont toutefois reculé de 0,5%, ce qui est supérieur à la baisse de 0,4% enregistrée en novembre. Selon les experts en logement, la baisse des prix des logements résulte de la diminution des ventes en termes de superficie au sol, en raison des restrictions liées à la Covid-19. Le volume des transactions de logements d'occasion à Shanghai a fortement diminué l'année dernière, atteignant environ 160 000 unités. Les acheteurs ont été confinés chez eux et n'ont pas pu effectuer d'achats pendant près d'un quart de l'année à cause de la Covid-19. Dans le même temps, la construction de nouveaux logements a été plutôt active à Shanghai, particulièrement à la fin de l'année, avec une offre suffisante et une forte demande des acheteurs de logements dans la ville. Les marchés de l'immobilier dans les villes de niveau inférieur ont continué à se détendre. Les prix des logements neufs dans les villes de deuxième niveau ont baissé de 0,3% en glissement mensuel en décembre, tandis que les prix dans les villes de troisième niveau ont légèrement baissé dans la même proportion. Afin d'aider les marchés de l'immobilier dans ces villes, le gouvernement a lancé une série de politiques de soutien afin de stimuler la demande de logement, notamment une réduction du taux d'acompte minimum. Des aides ont également été accordées au niveau de l'offre, comme l'extension du financement au secteur de l'immobilier afin de résoudre les problèmes de liquidité des promoteurs. Certains experts s'attendent à ce que les choses commencent à s'améliorer. Par exemple, de nombreuses villes assouplissent à présent leurs restrictions sur l'inscription des ménages, ce qui stimulera la demande en logement. Du côté de l'offre, les promoteurs reçoivent davantage de soutien financier, par exemple en leur permettant de trouver des financements à travers le marché des capitaux. Et en 2023, davantage de politiques de crédit et fiscales devraient être améliorées, ce qui stabilisera un peu plus le marché de l'immobilier en encourageant davantage d'achats. Le principal planificateur économique du gouvernement, la Commission nationale du développement et de la réforme, a également déclaré le mois dernier qu'elle travaillait sur davantage de plans visant à améliorer le marché de la location de logements, tout en continuant à s'assurer que le but des clients sur le marché soit une occupation personnelle et non pas la spéculation. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.